personnes qu'on a sorties de la zone de faim, n'est-ce pas? Bon, c'est des aspects comme ça qu'on appelle la business value. Et donc, on dit donc qu'aujourd'hui, si vous montez un projet et que vous ne dégagez pas qu'est-ce qu'est votre business value, alors ça ne sert à rien, ce projet-là. Ça doit être la première chose à voir. Concrètement, voilà des exemples de valeur commerciale. Je ne sais pas trop, une entreprise. Vous voulez faire du gain. Ça, ça fait partie des business value. Mais ça peut être aussi social, comme je disais, des personnes qui font dans l'humanitaire et tout. Ça peut être un besoin d'amélioration. Vous avez votre entreprise ou alors vous êtes à votre poste, vous voulez mettre de nouvelles pratiques, vous voulez mettre de nouveaux outils, n'est-ce pas, pour que ça fonctionne mieux. Alors, vous allez mettre un projet en place. Votre business value, ce sera que ça fonctionne mieux, n'est-ce pas? Si vous réussissez à faire que ça fonctionne mieux, alors vous avez atteint votre objectif. Ça peut être d'attaquer de nouveaux clients, n'est-ce pas? Il y a des produits qu'on met sur le marché pour capter de nouveaux clients, n'est-ce pas? Ça ne va pas forcément faire du chiffre tout de suite, mais il faut d'abord qu'un nouveau style de client arrive. Et après, quand on aura capté ces clients-là, on saura comment faire du chiffre sur ceux-là. Quelquefois, certains projets sont faits pour être les premiers à entrer sur le marché. On a une idée, on sait que c'est une idée qui est peut-être déjà challengée par plusieurs personnes, mais on met en place notre projet avec pour objectif être les premiers à entrer sur le marché. Parce qu'en entrant sur le marché les premiers, on peut avoir des clients. Euh, OK. Il y a Thérèse qui dit qu'un projet dans le temps limité, mais pour une activité commerciale, on souhaite plutôt que cela dure, ou bien une fois qu'on a réussi à mettre en place, ce n'est plus un projet. Voilà. En fait, ta réponse est dans ta question. Effectivement, le projet, c'est la mise en place de ton activité commerciale. Il faut noter que dans la vie d'une entreprise, il y a deux types comment je vais dire ça? Deux types de travaux, pour dire ça comme ça. Il y a tout ce qui est projet, programme et portefeuille, in fine. Non, pas portefeuille, projet, programme surtout, n'est-ce pas? Et il y a ce qui est opération. Les opérations, c'est ce que vous faites au quotidien pour que ça marche, n'est-ce pas? Alors que le projet vous donne une valeur particulière. Donc, comme pour la question de Thérèse, la mise en place, par exemple, de sa boutique, n'est-ce pas? Tout ce qu'il faut faire pour que la boutique choisisse le lieu, trouver l'emplacement, définir ce qu'on va vendre, mettre en place les capitaux, acheter pour que ce soit vendu, c'est un projet. Jusqu'à peut-être le suivi des 3 premiers mois pour s'assurer de comment est-ce que on fait la comptabilité. Ça, c'est le projet. Après, vous rentrez dans les opérations. Vendre tous les jours, pour que l'argent tourne, ça, c'est les opérations. Donc, comme toi, tu l'as dit en fin de sa question est dans le chat, comme toi-même, tu as répondu à ta question à la fin, le projet, c'est la mise en place de son activité commerciale. Après, le commerce au quotidien, c'est les opérations. OK, donc je disais, et parfois aussi, quelquefois, on peut juste lancer un projet pour l'amélioration technologique, n'est-ce pas? On est en entreprise, on avait un logiciel qui ne tourne plus bien et on se dit, voilà, on va prendre un nouveau logiciel pour pouvoir changer les choses. Donc, maintenant, euh, lorsqu'on a donc défini un projet, il y a un contexte dans lequel on doit lancer un projet. Pour lancer un projet, il y a des exigences, n'est-ce pas? Je veux faire mon commerce. euh, Quel type de commerce je vais faire en fonction du type là, le type d'emplacement, en termes d'hygiène et de salubrité, comment je me positionne, est-ce que je vais faire du périssable, du non périssable, ce genre de choses. On va définir des exigences qui définissent en fait notre projet, qui sont un peu le cahier de charge de notre projet. Après, on doit regarder les aspects réglementaires, juridiques et sociaux, n'est-ce pas? Je vais ouvrir ma boutique, les impôts, qu'est-ce que ça coûte? Quel type de société je dois créer, un établissement, une salle? Pourquoi?
Il y a maintenant répondre aux besoins des parties prenantes. Quand je crée ma boutique, il y a des personnes aux alentours. Déjà, il y a les clients, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Parce qu'il ne faut pas que je crée une boutique qui ne va pas vendre parce que je me positionne, je ne sais pas trop, à vendre, qu'est-ce que je vais dire, des vestes à l'entrée d'un lycée, n'est-ce pas? Un lycée qui est peut-être pas sur une route principale. Donc, le principal afflux de personnes qui passent par là, ce sont des élèves. Ce n'est pas efficace. Donc, il y a déjà le client. Maintenant, il y a d'autres aspects. Peut-être que vous avez un sponsor, quelqu'un qui vous donne l'argent. Peut-être c'est la banque, peut-être que c'est de la famille qui mise sur vous, ce genre de choses. Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'il va falloir rembourser? Est-ce qu'il faut se poser ce genre de questions? Après, il y a le reste de l'écosystème, comme je disais, les impôts et d'autres aspects. Maintenant, après, il va falloir créer, améliorer et corriger vos produits et vos processus tout pendant le service pour que, in fine, le produit que vous mettez sur le marché soit fin. Et à la fin, il faut appliquer des stratégies commerciales ou technologiques pour changer les mesures existantes. On est dit en termes d'amélioration continue. Il va falloir s'arrimer à chaque fois à la technologie, aux stratégies pour être performant dans le marché. Voilà, euh, quand on fait donc tout ça, pourquoi la gestion de projet? Parce que c'est en fait ça la question, c'est que, OK, tel que j'ai défini là, vous vous rendez bien compte que vous avez déjà tous d'une manière ou d'une autre managé un projet. Mais pourquoi la gestion de projet? Pourquoi est-ce que euh, il faut des project managers? Chacun dans sa vie de tous les jours a déjà essayé un projet. Certains ont réussi sans avoir fréquenté cette école du project management là, n'est-ce pas? Vous dire ça comme ça. Pourquoi on doit le faire? En fait, il faut comprendre que manager les projets, on a dit qu'un projet, c'était euh, euh, une entreprise unique, n'est-ce pas? Une entreprise unique dans le but de créer un produit unique. Maintenant, il faut comprendre que la gestion de projet, elle vous apporte la rigueur nécessaire pour suivre les activités et atteindre votre but. Quand vous n'avez pas les notions de gestion de projet, vous allez aller à tâtons sur vos projets. Ils peuvent réussir. Il y en a qui, sans avoir la gestion de projet, avaient leur intuition, n'est-ce pas? Et peut-être avec une certaine expérience, réussissent. Mais sauf que la gestion de projet vous donne un ensemble de métriques bien claires pour pouvoir atteindre donc vos objectifs, pour répondre aux attentes de vos parties peut-être, pour accroître vos chances de succès, n'est-ce pas? Pour livrer le bon produit, pour gérer le temps et la réponse au risque, n'est-ce pas? Optimiser l'utilisation des ressources, n'est-ce pas? Identifier, récupérer et mettre fin au projet voué à l'échec. Parce que quelquefois aussi, on se lance sur un projet et pour une raison ou pour une autre, euh, vous le projet voit l'échec parce qu'il y a des aspects qui sont non viables. Il faut les connaître, ces projets-là, n'est-ce pas? Gérer les contraintes, n'est-ce pas? À un moment, face à une situation, est-ce que voilà la qualité qu'on veut, voilà le temps qu'on a, voilà les personnes qu'on a, voilà même l'argent qu'on a, donc on a des ressources. Comment est-ce qu'on équilibre pour trouver quelque chose? Euh, Mettre en balance l'influence des contraintes du projet. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on gagne. Et mieux gérer les changements. Parce que comme on a dit, un projet va toujours induire des changements. Comment on manage dans ces changements-là? Quand on n'y est pas, comment je vais dire ça, préparé, ça peut mal se passer. Et on arrive donc souvent, quand on a des projets mal gérés, à ces situations-ci. Délai non respecté, dépassement de coûts, mauvaise qualité, obligé de reprendre les aspects, expansion incontrôlée du projet. Donc,
le temps parti par là, l'argent parti par là. Non, il faut encore, non, on a encore besoin. Perte de la réputation quelquefois. Si vous êtes peut-être un, c'est vous qui menez le projet pour quelqu'un, euh, on perd de la réputation parce qu'on ne mène pas le projet à temps, parce qu'on ne l'a pas bien tenu. Les parties prenantes sont non satisfaites et il y a une grosse incapacité à atteindre les objectifs. Ce sont des risques. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais si vous gérez mal un projet, c'est clair que c'est ce qui va se passer. Maintenant, comment donc ne pas mal gérer un projet? Il faut donc avoir les compétences en gestion de projet pour s'assurer de la qualité de ce qu'on fait. OK. Euh, une petite définition vite fait de, on a déjà défini ce que c'est qu'un projet, mais quand l'entreprise a une certaine taille, on définit souvent des programmes. Les programmes, c'est quoi? C'est juste un ensemble de projets qui sont liés et qui, s'ils ne sont pas managés de manière conjointe, ne peuvent pas donner l'objectif escompté. C'est le principe d'un projet. Je vous prends un exemple. Euh, Orange Cameroun, sans publicité, veut mettre en place son service Orange Money. En vérité, pour le faire, il y a au moins trois services. Il y a au moins trois services. Il y a, je veux dire, il y a au moins trois projets. Il y a le projet technique de développement de la plateforme Orange Money. Il y a le projet marketing qui permet de faire connaître Orange Money. Et il y a le projet commercial qui dit comment est-ce que Orange Money va être, j'ai envie de dire, entre guillemets, vendu, n'est-ce pas? Il y a donc ces trois points-là. Leurs choses, ils vont nous donner la plateforme. Euh, va faire pour lui et gérer. Est-ce qu'on va s'en sortir vu comme ça, à votre avis? Est-ce que si chacun des projets est géré seul, on pourrait s'en sortir? En fait, non, parce que chacun doit donner un certain nombre de résultats à l'autre. On va donc mettre tout ça dans un programme et avoir donc un programme manager qui va s'assurer que les projets sont menés en tenant compte de ce que les autres livrent et même que les calendriers sont coïncides. Parce qu'il ne faudrait pas que le marketing commence à publier ou alors le commercial commence à créer les points alors que le technique n'est même pas à 50% de la plateforme, par exemple. N'est-ce pas? Donc, tout ceci doit être coordonné et c'est donc quand ces projets ont des imbrications comme ça qu'on parle de programme. Maintenant, en ce qui concerne le portefeuille, le portefeuille pour moi, c'est simplement une direction générale. C'est souvent la définition la plus simple que je donne. Parce qu'une direction générale, on lui donne des objectifs stratégiques, tout simplement. Donc, le portefeuille a pour but la gestion du portefeuille a pour but de créer de la valeur pour satisfaire aux exigences stratégiques de l'organisation. Donc, ce qui se passe, c'est que à une direction générale, on lui dit, voilà nos objectifs stratégiques. Et lui-même, donc, va créer aussi bien les projets, les programmes et les opérations, n'est-ce pas, nécessaires pour que ça tourne, n'est-ce pas? Donc, si, je ne sais pas trop, à un moment donné, vous décidez de faire un projet personnel, n'est-ce pas? De création d'une entreprise, par exemple, vous êtes en vérité sur la continuité. Vous allez avoir à gérer un portefeuille, n'est-ce pas? Ça revient à la question qui a été posée tout à l'heure, où on demandait, qui l'a posée? La question du temps. Voilà, oui, c'est Thérèse qui demandait le projet est limité dans le temps, mais l'activité commerciale doit continuer. Effectivement, l'ensemble de votre activité commerciale, c'est un portefeuille, n'est-ce pas? Il y a le projet de mise en place et il y aura probablement encore d'autres projets pour améliorer
votre activité commerciale, n'est-ce pas? Et il y a aussi les opérations de tous les jours pour vendre, n'est-ce pas? La vente, chercher les clients, encaisser l'argent, faire la gestion des stocks et autres choses. Donc, tout ça, donc, c'est ça qu'on appelle la gestion d'un portefeuille parce que vous avez un certain nombre d'activités en termes de projets, de programmes, quand vous pouvez, et d'opérations qui permettent de créer la valeur stratégique. OK. Après, il y a ces aspects euh, sur lesquels on va peut-être moins s'appesantir, mais qui sont des aspects de choix d'investissement, n'est-ce pas? Vous pourrez les appesantir parce que ce sont un peu des notions de finance. Vous devez quand même avoir une idée là-dedans, mais en général, on fait appel à des experts quand il faut en parler. Pour faire le choix d'un projet, il y a plusieurs métriques financières, n'est-ce pas? Il y a le retour sur investissement, n'est-ce pas? Il y a euh, le retour, euh, pardon, l'internal rate of return, c'est en fait la capacité de retour sur les fonds, n'est-ce pas? Le net present value, qui est la valeur nette présente, en fait, on va pas expliquer. Et on a la période de retour de fonds. Donc, en fait, on a le retour sur investissement, c'est peut-être ce qu'on utilise le plus, nous tous, n'est-ce pas? C'est de savoir quand j'investis tant, ou in fine, ou à la fin, je vais avoir combien comme bénéfice, n'est-ce pas? Et ça prend pas en compte un certain nombre d'aspects. Or, l'internal rate of return prend en compte une certaine dynamique, n'est-ce pas? Donc, dans, dans ce que je vais réellement investir, quelle est la valeur que je gagne? La, la valeur nette, la notion de valeur nette, elle est liée à la notion de fluctuation. C'est que, OK, si j'investis 100 000 aujourd'hui et que je récupère 150 000 dans 3 ans, est-ce que mon bénéfice, c'est vraiment 150 000? Parce qu'entre-temps, euh, il y a le mot m'échappe, il y a la fluctuation financière, n'est-ce pas? Le mot français exact m'échappe. Il y a la fluctuation financière qui fait que, j'ai envie de dire, la dévaluation du prix des choses qui fait que ce qu'on achetait à 100 francs aujourd'hui ou à 100 000 aujourd'hui, dans 3 ans, on va l'acheter, je ne sais pas, 310 000. L'inflation, voilà, c'est le mot. Il y a une inflation qui fait que ce que j'achetais à 100 000 aujourd'hui, je vais l'acheter à 110 000 demain. Donc, mes 100 000 que je mets aujourd'hui, en vérité, valent 150, 110 000 demain. Et donc, in fine, mon bénéfice dans 3 ans ne sera peut-être pas 150 000. Quand je fais le retour sur investissement, je vois 100, 150 000. Mais quand j'étudie dans le temps, n'est-ce pas? Quand j'étudie dans le temps, je me rends compte que c'est euh, 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 après 4 ans, il y aura eu l'inflation. Mes 100 francs vaudront 100, mes 100 000 vaudront 120 000. Alors, en vérité, mon bénéfice, c'est 30 000. Et on peut donc gérer comme ça pour voir entre le projet où je mets 100 000, ça donne 200 000 dans 4 ans. Et le projet où je mets 100 000, ça donne 135 000 dans un an. Quel est celui avec la notion de valeur nette qui est vraiment le plus rentable? Il y a des aspects financiers comme ça qu'il faut étudier. Ça, normalement, se fait soit accompagné par euh, euh, des spécialistes. Le payback période, c'est la période de retour des fonds. Vous pouvez avoir un projet, c'est pareil comme ce que je disais, c'est que vous, votre projet, en un an, vous récupérez votre capital et il continue à tourner. Et il y a un projet qui a l'air de donner beaucoup de bénéfices, mais qui produit, qui à la fin donne beaucoup de bénéfices, mais ne produit pas tout de suite. Et ce n'est qu'après peut-être 4 ans que vous rentrez sur votre investissement avec un certain nombre de bénéfices. Donc, tous ces aspects-là, en général, sont souvent mis en cause. Et en fonction donc du type d'entreprise qu'on a
et même du type de capitaux qu'on a, on choisit ce qui est le plus intéressant pour nous. Si on a beaucoup d'argent et qu'on n'est pas pressé d'avoir un retour sur investissement, n'est-ce pas? On peut choisir donc une méthode qui nous calcule à long terme le plus gros bénéfice. Mais par contre, si on est une petite entreprise et qu'on sait que quand on met nos fonds, il faut qu'ils reviennent vite parce qu'on doit tourner, on va préférer des bénéfices pas très gros, mais qui reviennent vite, n'est-ce pas? Il y a donc cet équilibre-là qu'on fait dans le choix des projets. Voilà, là on va entrer après avoir fait une vue globale des projets, on va entrer dans les notions entre guillemets techniques de la gestion de projet. En premier temps, on va parler du cycle de vie. Le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe un projet pour pouvoir se terminer, n'est-ce pas? Tous les projets passent par ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est l'initialisation. L'initialisation, c'est le moment où on a une idée et on commence à mettre les grands concepts. On va décliner les grosses exigences, on va voir les risques globaux, on va essayer de se caler un budget comme ça estimatif, on va essayer de se définir un temps. En général, c'est le sponsor, celui qui pense l'idée, qui met en place ces aspects. Et en général, quand il finit de faire ça, il produit un document qu'on appelle la charte de projet. C'est avec ce document-là que la partie, j'ai envie de dire, technique du projet débute, n'est-ce pas? Parce que déjà, c'est là-dedans qu'il va désigner le chef de projet, n'est-ce pas? Et il va donc donner la main pour qu'on exécute son projet. Après, il y a donc la partie de planification. Dans la planification, donc, on va essayer de penser tout ce qu'il y a à faire. On va donc se demander quel est l'ensemble du travail qu'il y a à faire, sur la durée qui est donnée, comment est-ce qu'on répartit le travail pour pouvoir faire, et en termes de coûts, comment est-ce qu'on répartit les coûts pour pouvoir concilier le budget qu'on a. Et après, on a l'exécution. L'exécution, c'est là où dans la période où on réalise dans le travail. On a fini de planifier. Maintenant, on déroule le plan en exécutant le travail. Pendant qu'on fait l'exécution, on fait en même temps le contrôle. Parce que il faut que ce qu'on a dit ou ce qu'on a prévu de faire soit fait dans les temps et dans les coûts escomptés, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas des ajouts de travaux, qu'il n'y ait pas des ajouts de temps et qu'il n'y ait pas des ajouts euh, 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 d'argent, n'est-ce pas, de finances. Idéalement, si on peut raccourcir, donc, pour ce faire, donc, on va faire des contrôles, donc, et ce qui revient à un suivi de l'activité, n'est-ce pas? Et on va faire des rapports périodiques du projet pour s'assurer qu'il va dans le bon sens. Et lorsque on a exécuté et contrôlé que tout s'est bien passé, on va clôturer le projet. Donc, voilà les grandes étapes du cycle de vie d'un projet. Maintenant, en termes de cycle de vie ou de manière de gérer un projet, n'est-ce pas, ce qu'on appelle euh, les cycles, on en a trois. On a le prédictif. En fait, le prédictif, on l'appelle même souvent dans certaines documentations, euh, l'approche standard ou quelque chose comme ça. En fait, c'est l'approche qui est la plus logique quand on réfléchit. C'est que pour un projet, comme on a dit là, on l'initie, on le planifie. Quand on finit de planifier, on l'exécute, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Mais sauf que les projets sont parfois tellement complexes, avec beaucoup de risques et peuvent changer tellement souvent que quand un projet n'est pas très bien défini, n'est-ce pas? Quand on a l'impression que on peut avoir des difficultés devant parce on n'arrive pas à bien voir ce qu'il y aura à faire devant, on utilise souvent ce qu'on appelle le cycle adaptatif, n'est-ce pas? C'est dans le cycle adaptatif qu'on appelle aussi le cycle agile, n'est-ce pas? Qui va donc permettre d'accueillir des changements. Et les cycles adaptatifs ont ça de particulier qu'ils se font en petits incréments. Donc, on va découper le projet en petits morceaux qu'on va réaliser et au fur et à mesure qu'on réalise, les retours vont nous permettre de nous adapter. Donc, voilà
Et au milieu, donc, il y a l'approche hybride. L'hybride, c'est qu'on prend un peu de prédictif, on prend un peu d'adaptatif, tout simplement. Il y a une notion importante, une notion qu'on va aborder là, c'est la notion de cycle de vie. On a parlé de cycle de vie de projet, mais il faut comprendre, et ça revient encore à la question de Thérèse, que le cycle de vie d'un projet est plus court que du cycle de vie d'un produit. Donc, quand on crée notre produit, on parlait d'activité commerciale, supposons qu'on crée un nouveau produit où on décide de vendre, on décide de faire une boutique, par exemple, la boutique est le produit. La boutique va vivre sur une durée plus longue que le projet qui est la création de la boutique. Et parfois même dans la vie du produit, on peut avoir, comme c'est ici là, plusieurs projets dans la vie d'un seul produit. Donc, si c'est une boutique, par exemple, on a la création de la boutique, on a les opérations ici parce qu'on vend, n'est-ce pas? Et à un moment, on a peut-être un agrandissement de la boutique, c'est un nouveau projet, c'est toujours la même boutique. OK. Un autre aspect de la gestion de projet, c'est ce qu'on appelle les structures de management. Là, on est plus en entreprise, n'est-ce pas? On est moins dans des projets, j'ai envie de dire, consulence personnelle. Quand on est en entreprise, les entreprises ont plusieurs manières de mettre en place des projets, n'est-ce pas? Globalement, il y a trois manières de le faire. Dans certaines entreprises, les projets sont gérés par les départements qui existaient déjà, ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle. Oups, pardon. Les projets sont gérés par les départements fonctionnels. Ça veut dire, l'approche fonctionnelle, ça veut dire quoi? Si on a un département de l'informatique ou une division de l'informatique ou une direction de l'informatique, tous les projets informatiques vont se gérer là-bas. Le directeur va faire comme il veut, manager comme il veut. Il va gérer son projet. Il y a de l'autre côté ici ce qu'on appelle l'organisation accès projet. C'est en général les cabinets, n'est-ce pas? Eux, ils ne vivent que de projets. Ils n'ont pas de produits qu'ils réalisent au quotidien. Ils sont là pour les sociétés de services en général, n'est-ce pas? Ils sont là pour travailler pour les autres. Ils gagnent les marchés, ils gagnent un projet, ils réalisent. Ils gagnent un projet, ils réalisent. Et donc, leur structuration est une structuration projet permanente, n'est-ce pas? Maintenant, ici au milieu, donc, il y a un mélange des deux. Le mélange des deux va donc donner ce qu'on appelle le matriciel, n'est-ce pas? Le matriciel, c'est quand, dans une structure organisationnelle, on va créer des projets, on va créer des équipes projets et on va dire que les personnes euh, qui sont dans ces projets-là travaillent pour le projet et pour leur direction. Donc, ils travaillent d'une part pour le projet, d'autre part pour leur direction. Ça donne donc quoi concrètement? On évalue une structure de management sous quatre, cinq éléments. L'autorité du chef de projet, la proportion de temps que l'équipe projet ou les personnes qui sont dans le projet consacrent à l'équipe projet, le rôle du chef de projet, le titre habituel du chef de projet, ça c'est peut-être un peu moins, et l'affectation du temps de l'équipe, n'est-ce pas? On dit donc que quand on est dans le fonctionnel, comme a priori il n'y a même pas de chef de projet, ou s'il y en a même un, c'est vraiment de nom, son, son autorité est faible. Maintenant, dans le matriciel, on dit encore qu'il y a trois types de matriciel. On peut faire du matriciel faible, matriciel équilibré ou du matriciel fort. Dans le matriciel faible, bien qu'on ait nommé un chef de projet, il a souvent une autorité limitée. Dans le matriciel équilibré, il a un, un pouvoir modéré. Et dans le matriciel fort, il a un pouvoir relativement fort. Et quand on est dans l'approche organisationnelle, comme c'est le seul chef, le chef de projet, c'est le chef, il a donc pratiquement toute l'autorité par rapport aux travaux. Deuxième aspect, le temps que le personnel passe. Quand on est en fonctionnel, vraiment, on a défini, comme je disais, on définit même peut-être même pas souvent l'équipe projet. Donc, vous faites des activités là comme c'était les activités de votre direction. On le fait juste. Ce n'est pas reparti, ce n'est pas un temps à part relativement. On ne sépare pas les opérations du projet. Maintenant, dans le matriciel, on ne sait pas, mais en général, le personnel n'est pas dédié
à plein temps, n'est-ce pas? On va donc, quand c'est un matériel faible, dire que vous avez max 25% du temps que vous travaillez sur le projet. Le reste, vous continuez vos opérations. Le matériel équilibré, vous avez maximum 60% du temps dans le projet. Sinon, vous continuez. Et dans le matériel fort, donc, vous êtes souvent à plus de 50% du temps dédié au projet. Quand, et bon, mais pas souvent, on n'atteint pas souvent les 100%. Et quand vous êtes dans l'organisationnel, vous êtes littéralement à 100%. Le chef de projet, dans fonctionnel en général, s'il y en a un, il est là à temps partiel. Un temps, il est chef de projet, un temps, il est directeur. C'est mélangé. Dans le matriciel, quand c'est dans le matriciel en général, quand c'est le matériel faible, il est à temps partiel. Pour les deux autres, il est à temps plein. Quand c'est l'organisationnel, clairement, il est à temps plein. Bon, pour ces noms, c'est vraiment en fonction de où on se trouve, hein. En général, quand dans le fonction matériel faible, on parle de coordonnateur responsable du projet. En équilibre, on commence à parler de chef de projet. En fort, matériel fort, on dit chef de projet ou directeur de projet. Et en organisation projet, on a clairement un directeur de projet. Et les affectations, naturellement, c'est littéralement comme pour le project manager. Dans la première partie, là, on est en temps partiel. Et pour le matriciel fort et pour l'organisation accès projet, on est à temps plein. Donc, globalement, cette structure-ci, vous devez la maîtriser quand vous gérez un projet en entreprise. Ça vous permet de savoir comment vous allez manager les ressources, n'est-ce pas? Vous devez connaître comment la structure fonctionne pour bien manager les ressources. OK. Après, donc, cette définition de base, on va un peu parler des différents processus de la gestion de projet. On a donc vu il y a que par rapport au cycle de vie, il y a 5 grands processus, n'est-ce pas? Les 5 grands processus, c'est ce qu'on a vu là, l'initiation, la planification, l'exécution, euh, le contrôle et le contrôle, la maîtrise et la clôture. Donc, ces 5 grands groupes, donc, il y a 49 processus qui sont distribués là-dedans en ce qui concerne le PMI. Donc, on a donc, et on a 10 domaines de connaissances. Donc, on a 10 domaines de connaissances, on a 5 grands groupes de processus et on a 49 processus. C'est en fait une répartition de la carte des activités qui vont être faites. C'est l'ensemble des activités qui vont être faites dans la gestion de projet. Le premier domaine de connaissance qu'on a, c'est l'intégration. L'intégration, c'est euh, le seul domaine de connaissance qui a des processus dans tous les 5 grands groupes. Pour la simple raison que l'intégration, c'est le travail du project manager. C'est ce que le project manager fait et qu'il ne peut déléguer à personne, n'est-ce pas? C'est lui qui le fait. Après ça, maintenant, il y a la gestion du contenu. Le contenu, c'est l'ensemble du travail à faire. On dit souvent le contenu ou le périmètre. C'est tout ce qu'il y a à faire dans le projet. Puis, il y a le management des délais, l'échéancier ou les délais, en fait, la gestion du temps, n'est-ce pas? Il y a euh, la gestion des coûts, le management de la qualité, le management des ressources, le management de la communication, le management des risques, le management des approvisionnements et le management des parties prenantes. OK. Euh, Sonia, je disais depuis là qu'on a une participante, elle est en Samsung, son nom c'est Samsung SM. Elle a le même problème que les autres avaient là. Elle a dû ne pas autoriser. C'est depuis que j'ai remarqué ça. Ce n'est que maintenant qu'elle signale qu'elle n'entend rien malheureusement. Donc, si tu peux t'en occuper, Sonia, s'il te plaît. OK, donc voilà, comme je disais, euh, management d'approvisionnement et management des parties prenantes. Donc, voilà les grands domaines de connaissances qu'on doit voir et à l'intérieur, on verra quels sont les différents processus. Un fait qu'il faut noter, c'est que les, les grands groupes de processus ne sont pas clairement scindés, n'est-ce pas? Donc, chaque processus
Le processus d'initiation, de démarrage, le voici ici. Il commence et il commence à finir. Les autres ont déjà commencé. Donc, ils vont s'imbriquer comme ça. Quand tu planifies, tu commences à planifier au début et tu grandis. Pareil, l'exécution commence. On est encore en train de planifier pour commencer à exécuter certaines choses, mais chacun atteint son point culminant à un moment donné. Et il faut noter donc que le contrôle, lui, il est littéralement sur toute la durée du projet. Ok. Maintenant, voyons donc concrètement les grands groupes de processus. Qu'est-ce qu'on a dedans dans chaque domaine de connaissance? Qu'est-ce qu'on a comme processus? Donc, dans l'intégration, je vous expliquais que c'est ce que le project manager fait lui-même. Il élabore la charte du projet, n'est-ce pas? Il élabore le plan de management. Le plan de management, c'est un document qui, pour tous les autres domaines, dit comment ça va se faire. Il dirige et gère le travail à faire, n'est-ce pas? Il gère les connaissances du projet. Les connaissances du projet, c'est toute la documentation et toutes les leçons apprises qu'on aura, qu'il faudra garder après. C'est lui qui fait aussi le suivi du projet. Quand on dit maîtriser le projet, c'est suivi, évaluation, comme on dit souvent. C'est le terme qu'on utilise beaucoup dans le truc. C'est aussi lui qui fait le suivi, la maîtrise des changements. Et c'est lui qui clôture le projet. Ça, c'est l'intégration. Voilà les processus qu'il y a dans l'intégration. Maintenant, management du contenu. Euh, Management du contenu. Pour manager le contenu, on va d'abord planifier la gestion du périmètre et du contenu, n'est-ce pas? Donc, en fait, on va écrire le plan de management du contenu parce que c'est les différents plans de management qui permettent d'avoir le plan de management global. Donc, on va planifier donc le contenu. Après, on va recueillir les exigences. On va définir le contenu. On va donc créer la structure, le workbreak structure, qu'on appelle en français structure de découpage de projet, n'est-ce pas? On va valider le périmètre et après, on va le suivre. Quand on dit maîtriser ici, c'est suivi, évaluation, donc c'est le contrôle. Pour ce qui est de l'échéancier, c'est un peu la même logique. On va d'abord planifier. Une fois qu'on a fini de planifier, on va définir les activités, n'est-ce pas, qui vont entrer dans l'échéancier. Puis on va organiser ces activités-là en séquence. Une fois qu'on a organisé en séquence, on va estimer la durée des activités et on va donc élaborer l'échéancier. Et une fois que c'est élaboré, on va faire le suivi pendant l'exécution. Le management des coûts, un peu la même logique. On va planifier la gestion des coûts. On va estimer les coûts des différentes tâches. On va donc déterminer un budget en ayant estimé tous les coûts et on va maîtriser ces coûts-là. La qualité, on va planifier la qualité et on va gérer la qualité. Un emphase particulier sur la qualité. La qualité, c'est le niveau de satisfaction qu'on se fixe, n'est-ce pas, pour un client. Je prends l'exemple, on a pris l'exemple de notre boutique pour commencer, au début, on va continuer avec. Quand je fais ma boutique, est-ce que c'est une boutique de luxe? Est-ce que c'est une boutique pour monsieur tout le monde? Est-ce que c'est une boutique pour le détail, n'est-ce pas? Est-ce une boutique pour le gros? On va se fixer un standard nous-mêmes. Et ce sera donc ça notre qualité. Et on va s'assurer que tous les actes qu'on pose et tous les livrables qu'on a sont à ce niveau de qualité-là. C'est ça le principe de la qualité. Donc, quand on va donc la planifier, on va dire à quel niveau, on va donc mettre en place des actions pour qu'elles soient créées et on va s'assurer que ces actions-là sont bien menées. Le management des ressources. Là, il faut noter qu'on parle à la fois des ressources humaines et des ressources matérielles. On va donc planifier les ressources, naturellement. On va estimer les ressources nécessaires aux activités, n'est-ce pas? On va se demander comment est-ce qu'on obtient les ressources. Donc, on va aller dans la planification, on a dit le comment. On va donc obtenir les ressources. Est-ce qu'il va falloir, comment je vais dire ça, recruter des gens? Est-ce qu'il va falloir acheter des choses? Tous ces aspects-là, n'est-ce pas? Maintenant, après, une fois pour l'équipe, particulièrement, on va développer l'équipe, on va gérer l'équipe et on va maîtriser l'ensemble des ressources. Donc, il y a deux processus ici qui sont propres aux ressources humaines, n'est-ce pas? Les autres étant pour les ressources humaines et les ressources matérielles, ces deux processus sont propres aux ressources humaines. Après, on a le management de la communication. On va planifier les communications. Il faut noter que les communications sont très importantes. La littérature dit que 80% du travail du project manager, c'est la communication.
Donc, il faut hyper bien planifier sa communication, gérer sa communication et la maîtriser. Après, la gestion des risques, n'est-ce pas? Il va donc falloir planifier les risques, les identifier, effectuer une analyse qualitative, puis une analyse quantitative quand c'est nécessaire, planifier les réponses aux risques, appliquer les réponses aux risques et maîtriser. Là encore, je vais m'arrêter un peu sur ce que c'est qu'un risque. Euh, Beaucoup d'entre vous ont peut-être la définition de risque en fonction de leur domaine, mais il faut noter que en gestion de projet particulièrement, un risque, c'est tout événement négatif, tout événement qui pourrait impacter négativement ou positivement un projet. Donc, en gestion de projet, il y a les risques positifs. C'est ce qu'on appelle les opportunités. Et il y a les risques négatifs qu'on appelle les menaces. Donc, quand vous allez gérer, aussi bien vous allez regarder tout ce qui vous fait peur, mais n'oubliez pas de regarder ce qui peut vous faire gagner. C'est un aspect qu'on oublie souvent. On a tendance à gérer les risques négatifs, mais on n'a pas souvent tendance à regarder les opportunités et on passe à côté d'opportunités de gagner dans son projet. Après, il y a la gestion d'approvisionnement. En fait, la gestion d'approvisionnement, c'est la gestion de tout ce qui est géré avec des prestataires externes. Tout ce que vous prenez de l'extérieur. Si peut-être dans un projet, il y a une partie que vous allez faire par quelqu'un. Si dans notre boutique, par exemple, on va appeler un menuisier pour faire les étagères, les fournisseurs qui vont nous vendre ce qu'on vend, tous ces aspects-là, on va les mettre dans ce qu'on appelle l'approvisionnement. Donc, et là, on va planifier, on va procéder aux approvisionnements, n'est-ce pas? Et on va faire un suivi de ces approvisionnements-là. Et un élément encore important, c'est le management des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est toutes les personnes qui sont impactées ou qui peuvent être impactées par le projet. C'est hyper important de manager les parties prenantes quand on fait un projet. Sinon, une partie prenante que vous n'avez pas identifiée peut vous gâter le projet ou peut devenir une épine. J'aime souvent prendre un exemple simple. Vous achetez votre terrain, n'est-ce pas, comme on le fait aujourd'hui, et vous décidez de construire votre maison. Sachez que votre voisin est une partie prenante de votre projet de construction de la maison. Au quartier, on se dit souvent, vous me permettez l'expression, lui quoi dans ma chose, n'est-ce pas? J'ai acheté mon terrain, il a acheté son terrain, on n'a rien à se dire. Mais ce n'est pas vrai. S'il habite là avant vous, n'est-ce pas, vous allez forcément l'impacter. Peut-être que votre terrain là, vous l'avez acheté, vous l'avez laissé là, c'est là-bas que lui balançait ses ordures, c'est là-bas qu'il versait son eau sale ou je ne sais pas trop quoi. Il va falloir qu'il change ses habitudes parce que vous aussi, vous venez déjà aménager votre terrain, n'est-ce pas? Quelquefois, on va et peut-être on a besoin qu'il jette un coup d'œil de temps en temps parce que les maçons ne sont pas très sérieux et ils peuvent détourner du ciment et autres. Parfois, même souvent, on garde le matériel parce qu'on se dit que la petite cabane chantier n'est pas très sécurisée. On garde le matériel un peu coûteux chez le voisin, n'est-ce pas? Tous ces aspects-là font que il faut l'identifier comme une partie prenante et le manager dès le premier jour. Le jour où on arrive sur le site, on se demande qui sont nos riverains. Si on peut les connaître, on les connaît. On essaie de créer une bonne atmosphère avec eux. Ce n'est pas forcément qu'on va leur dire ce qu'on fait, on va leur rendre compte. Non. Dans le management des parties prenantes, si vous tenez à rentrer dedans, vous allez voir qu'on classe les parties prenantes en fonction de leur impact, de leur importance et on gère chacun d'une certaine manière. Donc, voilà un peu les parties prenantes. Il faut donc les identifier. Il faut planifier leur engagement, comme je disais. Il faut voir qui doit être engagé, qui doit nous supporter. Et on va donc suivre cet engagement-là. Et enfin, on va maîtriser l'engagement des parties prenantes. Voilà pour ce qui est des grands processus, n'est-ce pas, du, du PMI, non, du PMP. Maintenant, on parle d'un aspect connexe, mais qui est très important pour le PMI. Quand vous devenez PMP, quand vous engagez dans la gestion de projet, que vous devenez seulement membre du PMI, avant même, parce qu'on peut être membre du PMI sans forcément être déjà certifié, vous êtes assujetti au code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI, parce que vous êtes des ambassadeurs du PMI. Il est donc fondé sur 4 notions: la responsabilité, le respect, l'impartialité et l'honnêteté. C'est très important de, pour le PMI, ces aspects-là. Donc, vous devez donc pouvoir, à chaque fois, dans le cadre d'une décision,
il faut y mettre de l'éthique. La première chose, donc, c'est que vous faites une évaluation. Assurez-vous de connaître tous les éléments relatifs au dilemme éthique, n'est-ce pas, avant de prendre une décision. Évaluez ou étudiez vos choix. Énumérez toutes les alternatives possibles, n'est-ce pas? Vous faites donc une analyse sur la base de ces alternatives-là, n'est-ce pas? Pour éviter tout préjudice, n'est-ce pas? Il faut s'assurer que cette décision est équitable et qu'elle ne crée préjudice à personne. Et après, donc, vous appliquez donc les principes éthiques avant de passer à l'action. C'est très important quand vous entrez dans le monde du PMI. Ce code éthique-là, il est disponible sur le site du PMI. Maintenant, parlons rapidement de l'examen, le PMP en lui-même, n'est-ce pas? Le PMP est basé sur le triangle de, de, de performance. C'est vrai que là, j'ai l'ancien triangle, malheureusement. Euh, Déjà, le nouvel examen prend en compte les trois types de cycles. Avant, on ne faisait que le prédictif. Maintenant, on fait le prédictif, on fait l'agile et on fait l'hybride. Je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Et maintenant, la répartition est faite sur le triangle des talents. Le nouveau triangle des talents parle de l'environnement commercial, les méthodes de gestion de projet, encore que c'est la même chose, et euh, les soft skills, qui sont le leadership. Donc, vous avez ces trois aspects. Vous avez trois zones de connaissances que vous devez connaître. Tout ce qui est management stratégique et commercial, n'est-ce pas? C'est ce qui est alignement avec la stratégie globale de l'organisation dans laquelle vous êtes. Ici, c'est toutes les techniques, les processus qu'on a vus là, qu'on vous apprend dans les processus pour les réaliser. Et ici, c'est tout ce qui est management de l'homme par le leadership, n'est-ce pas, et les soft skills. Clairement, voilà comment l'examen se répartit. En termes de... Avant, c'était comme ça. On répartissait en fonction des processus. Aujourd'hui, on ne répartit plus en termes de processus. On répartit depuis le 2 janvier. On répartit en termes du grand triangle. Donc, tout ce qui est gestion des ressources humaines, n'est-ce pas, à 42%. Tout ce qui est gestion des processus, dont les techniques et autres qu'on vous apprend, 50%. Et tout ce qui est gestion de l'environnement de travail, donc gestion de l'environnement commercial, est à 8%. Après, globalement, l'approche prédictive est encore prédominante. 50% des questions sont sur l'approche prédictive, 23% sur l'approche agile et 27% sur l'approche hybride. Le nouvel examen a 180 questions. Il se compose en 230 minutes. Il se compose en 230 minutes avec la possibilité de faire deux pauses de 10 minutes. Les pauses de 10 minutes sont données après 60 questions. Donc, la pause n'est pas donnée à un intervalle de temps précis. Dès que vous avez fini 60 questions, on vous propose une pause. Dès que vous arrivez à 120 questions, on vous propose une pause. Je vous conseille de toujours prendre vos pauses si vous allez composer. Les questions sont à choix multiples, à choix multiples, à réponse multiple, d'appariement, en hotspot ou même à true. Les conditions pour, pas pour obtenir, pour prétendre à composer la certification, n'est-ce pas? C'est que soit vous avez un diplôme de premier cycle universitaire, et là, à côté de ça, vous justifiez 36 mois d'expérience dans le management des projets et 35 heures d'éducation, donc une formation, ou alors un CAPM. Ou d'autre part, vous avez donc un diplôme d'études secondaires, le bac, et là, vous justifiez de 60 heures de gestion de projet. Donc, vous devez avoir travaillé 60 mois dans la gestion de projet et avoir été formé par un centre. Donc, voilà les conditions pour pouvoir candidater au PM. Merci, mesdames, de m'avoir suivi. Je crois que j'ai tenu dans les temps, environ 1 heure. Et là, je vous donne la main pour les questions sur cette première partie. Oui, Stéphanie. Bonjour, Monsieur Apono. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mesdames. En fait, je n'ai pas de questions. Je réagissais juste par rapport à votre présentation qui était très brillante. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Merci à vous de nous avoir fait confiance. Pas d'autres questions, mesdames? Oui, Oui, Célestine. oui. Pendant, euh, et puis vous dire merci, merci à Parac de nous avoir vraiment aidé à avoir accès à ce cours. Il va vraiment contribuer à nous améliorer. Et, et ma préoccupation se concerne l'examen IMP. Est-ce qu'il faut forcément... Et essayer de justifier les 36 heures. Maintenant, d'autres choses, c'est qu'il y a un coût de prédiction aujourd'hui. Inscrire en ce moment, on a une classe qui a à peine